Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister à nouveau en direct de la bibliothèque. Et bien cette semaine, je vais vous faire part d'un coup de cœur que j'ai digéré en à peine 24 heures. Je veux parler de The One Ring, deuxième édition chez Free League. Voilà, vous le voyez bien. Eh ben oui, en fait, pour ainsi dire, donc je revenais du Fige, et qu'est-ce qui m'attendait dans ma boîte aux lettres quand je suis revenu? Eh bien ce magnifique ouvrage, tout d'abord, plus donc, voilà, le voici, donc la version collector de cette V2 justement de One Ring. Vous pouvez voir que franchement, on a affaire à quelque chose de qualité. En plus, il est pas lourd, parce que c'est pas du papier glacé, on va dire, classique, hein, c'est vraiment du papier tel qu'on peut avoir l'habitude on va dire, de le côtoyer dans notre milieu rôliste. Et donc, du coup, il est plutôt agréable, hein, il bouffe pas les poignets, c'est déjà plutôt pas mal. Le starter set que je viens de vous montrer, voilà, de cette V2, qui est bourré à craquer de matos. Et enfin, la dernière chose que j'ai pu acquérir, c'était en option au niveau de la souscription. Il y avait plusieurs suppléments en option. Il y a d'ailleurs un supplément qui n'est pas encore sorti, dont je ne pourrais pas vous faire la critique. Voilà. L'écran, oups, ce serait mieux dans le bon sens. Je vais vous le montrer, mais je vous le remontrerai tout à l'heure. Le voici, toujours à l'envers, c'est bien. Il faudrait que j'arrête de boire le matin. Hein, voilà. Tout le monde va finir par croire que je suis vraiment un pochetron, alors qu'en fait, non. C'est même pas vrai. Qui est accompagné donc de sa jaquette de présentation, on s'en fiche un peu, et surtout d'un livret univers, donc sur Rivendell, c'est-à-dire Foncombe en VF, si vous préférez la VF. Ben moi, c'est une belle surprise. Bon, j'avais fait la souscription presque, on va dire, voilà, en laissant un chèque en blanc à Free League sur cette nouvelle édition donc de One Ring. Je ne connais pas, enfin d'assez loin, on va dire, la première édition, mais bon, j'en avais entendu énormément de bien de la part de ceux qui l'avaient acheté. Donc j'ai un de mes joueurs d'ailleurs qui a toute la collecte de la V1, dont je ferai probablement peut-être une revue bientôt. Mais là, voilà, à cœur et on va dire à brûle pour point, voilà, je vous fais part, on va dire, de cette petite merveille que moi, voilà, je vous dis, je l'ai lu, on va dire, en une journée soirée pour vous en faire part, parce que bah, elle en vaut la peine, comme dirait Danton à la foule, avec sa tête. Et donc, ben voilà, moi je vous présente une manière, on va dire, beaucoup plus moderne, beaucoup plus, on va dire, en accord avec notre temps, de jouer justement dans l'univers du Seigneur des Anneaux, dans l'univers de Bilbo le Hobbit, dans l'univers, on va dire, qui nous a été transmis par les livres, par ses œuvres, donc par le grand J.R.R. Tolkien, John Ronald Reuel, hein, ceux qui n'ont jamais su ce que voulait dire le J.R.R. Ouais, mais ça va plus vite quand même de dire J.R.R. Voilà, avec donc cette inscription justement, voilà, que nous connaissons tous. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener à nous, dans les ténèbres, les lier. Voilà, je traduis ad libitum, hein, excusez-moi du peu, mais bon, je connais pas le texte français par cœur. Donc voilà, on a affaire, pour ce qui est en tout cas du livre de base, donc là c'est la version collector que je vous propose pour The One Ring, d'un livre donc de 240 pages, avec donc dans les deuxième, troisième, enfin dans les deuxième et troisième de couverture, non je ne dis pas de bêtises, des cartes justement de la région dans laquelle nous allons jouer. Donc le, le livre lui est vraiment centré sur l'Eriador, donc sur on va dire la partie un peu plus au nord-ouest des terres du milieu, donc du continent d'Endor, puisque le continent de la Terre du Milieu s'appelle Endor. Donc on joue un peu entre le Lindon et justement donc les montagnes brumeuses. Voilà. Donc il faudra attendre des suppléments si on veut, je pense, avoir la description de Mirkwood, de la montagne solitaire, et puis plus, on va dire, du Gondor et du Mordor, évidemment, qui sont donc beaucoup plus, vous l'avez compris, au sud-est. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu la géographie des terres du milieu. Mais il y a déjà quoi faire, puisque on a l'Arthédin,
le rudor, le lindon, comme je disais, donc la comté évidemment, que tout ça est contenu dedans. Voilà, et l'Arnor, donc, qui est, on va dire, donc au sud de cette région. Donc ça, c'est la région qui est décrite dans le livre de base. Dans les suppléments qui vous sont proposés, il y a dans le starter kit, il y a une description vraiment très détaillée de la comté, qui est vraiment déjà un premier lieu d'aventure. Alors vous vous dites, mais comment faire pour que la comté soit un lieu d'aventure? Qu'est-ce que vont être nos aventures? On va, je sais pas, aller chercher du jambon à la charcuterie, on va essayer de... Excusez-moi, de faire nous-mêmes nos propres saucisses et notre propre fromage, je sais pas, c'est ça l'aventure. Non, rassurez-vous, on fait quand même des choses un peu plus intéressantes, parce que la proposition ludique, c'est vraiment un jeu d'aventure où on joue des aventuriers, et tout est fait dans le système de jeu, dans la création de personnages, et même dans la manière dont sont proposés justement les lieux. C'est pas du background mort, quoi. En fait, on vous décrit pas une région en vous disant bah là voilà, il y a telle montagne, il y a tel truc, il y a tel machin. Non, on vous propose vraiment un lieu d'aventure, un lieu, on va dire, presque prêt à jouer, plutôt dans un mode que je dirais bac à sable tout de même, avec, on va dire, des mécaniques très simples. Voilà, moi je connaissais quasiment pas le système de jeu, je l'ai découvert, on va dire, en lisant la chose. Et voilà, une fois que je trouve que voilà, c'est bien exposé. En tout cas, c'est exposé en un minimum de pages dans la boîte d'initiation, dans le starter set. Et là, franchement, on a un bouquin extrêmement fluide, 240 pages, qui franchement se lit très très facilement, je trouve. Même, on va dire, voilà, au niveau de la langue anglaise, de toute façon, ça doit être probablement fait directement en anglais par donc les Suédois de Free League. Donc, on a un anglais très abordable. Je pense qu'on va dire en français, on aura donc un jeu extrêmement facile à mettre en place quand il nous sera traduit, j'espère, par Arcane Asylum ou Edge. On verra bien, puisque bon, c'était Edge, je crois, pour la première version. Oui, c'est bien ça. Et donc, eh ben, voilà, on peut espérer qu'elle nous arrive très rapidement en français, parce que c'est un véritable petit bijou. Voilà, comme je disais, une manière vraiment moderne de jouer, comment dire, dans le monde du Seigneur des Anneaux, avec une, toute une logique de système qui permet, on va dire, vraiment de vous amener vers un jeu d'aventure. Alors, certes, voilà, il n'y a pas le titre de jeu de rôle qui est, on va dire, mis en avant, mais on veut, je pense, attirer par cette nouvelle mouture, cette nouvelle manière d'aborder la chose, un nouveau public qui connaît l'œuvre et qui souhaiterait revivre, on va dire, ce qu'ils ont vu, autant dans les films que, on va dire, dans la littérature, malgré tout, de Tolkien. Alors, pour commencer, justement, je vais vous faire une ouverture détaillée de la boîte d'initiation. Une boîte cloche vraiment superbe, excellente qualité. Donc on voit, hein, c'est voilà, avec, comme ils avaient fait pour par exemple les boîtes d'initiation de Warhammer V4, hein, des rappels de règles à l'intérieur de la boîte. Il y a aussi une carte qui est dans le fond de de l'autre partie de la boîte. Voilà, donc on a la carte justement complète de la comté, puisque c'est elle qui nous est comptée, la comté. Oui, elle est bonne celle-là. Je la mettrai à mon profit. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons tout d'abord donc un set de dés. Alors je tiens à le préciser, il l'avait dit de toute façon dans la souscription. Les dés sont buggés, donc normalement ils nous seront remplacés. C'est-à-dire que normalement là où il devrait y avoir un 1, en fait c'est un 11. À savoir en plus que le dé est complètement à refaire dans la mesure où le 11 il est au mauvais endroit si on veut, on va dire, garder l'équilibre du dé, hein, puisque je rappelle que pour ceux qui ne le sauraient pas, les faces opposées, on va dire, d'un dé équilibré, par exemple à 6 faces, la somme fait 7. Donc là, pour un dé à 12 faces, la somme devrait faire donc le plus haut plus le plus petit, donc 12 plus 1, 13. Et ben c'est pas le cas. Et en plus, il y a deux résultats spéciaux sur les dés, justement, dits, comment ils s'appellent déjà en VO, que je ne dise pas de bêtises. Au niveau du système de résolution, que je retrouve le don du dé, c'est pas dé de destin ou quelque chose comme ceci.
Je le refais en direct hein, parce que voilà, j'ai. Gna gna gna. C'est évidemment dans le. Comment dire. La nécessité que je ne vais pas retrouver l'information, sinon ce serait trop bien. Euh, il l'appelle dé de l'anneau unique en fait, hein, c'est One Ring Dice. Et donc ça, oui, ça c'est l'ensemble des dés. Et donc le dé, euh, voilà, c'est le Fit Dice, excusez-moi. Voilà, donc le dé de prouesse, va-t-on dire, si on veut le traduire correctement dans notre langue, chère langue de Molière, le dé de prouesse. On peut appeler aussi ouais, dé de destinée d'une certaine manière, ou dé de fatalité. Et c'est le dé de prouesse. C'est donc, voilà, vous avez donc, voilà, donc des dés de cette couleur-là. J'en ai aussi en version noire que j'avais pris en plus, je crois, dans la souscription parce qu'ils étaient chouettes. Je sais plus si je les avais eu en cadeau. Là, j'avoue que j'ai un trou de mémoire. Donc, on a 6 dés, ce qui est largement suffisant. On a donc ces 2 dés de destinée qui sont donc des dés à 12 faces, comme je le disais, avec 2 symboles spéciaux. Le symbole de l'œil, donc c'est le symbole de Sauron. Et il y a une autre icône, ce qui est une rune en fait, c'est la rune qui représente Gandalf. Donc évidemment, l'un est un symbole, on va dire plutôt faste, et l'autre un symbole plutôt néfaste. Vous verrez lequel, selon votre choix. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Ensuite, il y a les feuilles, les cartes d'équipement et les feuilles, on va dire, de posture. C'est comme ça que je le traduirai, qui vous permettent de dire quels sont, on va dire, vos. Alors, d'une part, votre position dans le groupe quand il est en situation de combat. Donc, si vous êtes en retrait, à l'avant, sur les flancs, voilà, ou posture défensive, etc. Et la posture dans le groupe quand vous êtes en déplacement. C'est un système que je trouve plutôt intéressant. Il y avait on va dire, ce genre de choses hein, dans certains systèmes de jeu qui proposaient de dire justement quelle était la position de la personne dans le groupe. Ils faisaient ça surtout dans certains jeux OSR. Là, ça me revient pas, ça va peut-être me revenir le temps de vous en parler. Donc le guide, le chasseur, l'éclaireur et le lookout. Donc lui, c'est plutôt la vigie, quoi, d'une certaine manière. Je dirais celui qui est, on va dire, le vigilant. Voilà. Pour rappeler un terme, on va dire, si cher au monde des comics de super-héros. Et donc voilà, on a la description également à remettre aux joueurs de tous les équipements de base, hein, puisque chaque oh, ça brille, et les cartes sont très très claires, donc c'est assez dur. Voilà, vous avez quand même de superbes dessins qui vous fait voilà, la description d'à peu près tous les. Donc de la dague, hop, la voici, la dague, la massue ou la trique, hein, cudgel, etc., etc. Donc c'est quand même voilà, jusqu'au grand bouclier. Voilà. Donc ça, c'est bien pour, on va dire, que les joueurs soient équipés, si je puis dire, de pied en cap. Après, on a 3 livrets dans la boîte dans le starter set. Donc le livre de règles, lui, le premier, il fait très sincèrement voilà, 25 pages, 24 pages. Donc tout le système de jeu en fait est expliqué là-dedans. Donc évidemment dans la boîte de base, il n'y a pas le système de création de personnages. Donc il y a tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir débuter. C'est vraiment très très clair. Vous voyez toujours avec cette même mise en page qui est vraiment très très, on va dire sobre, très lisible, avec des illustrations noir et blanc à l'intérieur qui sont de toute beauté. Elles sont vraiment magnifiques. Là, franchement, la claque visuelle sur le rendu, comment dire, de telles illustrations noir et blanc, c'est magnifique, quoi. Alors que nous, on est tout le temps habitués à avoir des livres tout en couleur, papier glacé et tout. Là, non, là, vous avez du papier, on va dire, qui est pas du papier glacé, hein. C'est un intermédiaire entre vraiment le papier, parce que la version collector, elle, a vraiment un papier qui fait vraiment parchemin. Qui fait vraiment vieux livre, vieux grimoire, et là on a un peu un intermédiaire. Il n'est pas glacé, mais il est d'excellente qualité. C'est pas pour autant qu'il faudra mettre des taches de café dessus, hein, ou de pizza, hein.
franchement, hein, faites un peu attention à vos bouquins. Le livre des aventures en deuxième. Donc là, on a 5 scénarios complets, vraiment c'est dans une optique d'initiation, que ce soit autant pour le MJ qui s'appelle donc Lore Master dans ce contexte, encore un nom différent justement pour le MJ, qui est vraiment très associé, comment dire, à l'esprit dans lequel on joue. Donc lui, c'est le maître du savoir, l'érudit d'une certaine manière. C'est lui qui sait, qui connaît, on va dire, les embûches qu'il va tendre sur le chemin. Donc les scénarios, donc A Conspiracy Most Cracked. Voilà, ça c'est le premier. Donc une conspiration presque, on va dire, éventée d'une certaine manière. Expert Treasure Hunters, donc chasseurs de trésors experts ou vétérans. Most Excellent Fireworks, donc les plus beaux, on va dire, feux d'artifice. Involuntary Postmen, les postiers involontaires, ça c'est donc le troisième. To South a Savage Beast. South, là je ne sais plus ce que ça veut dire. Bon, en tout cas, ça parle donc sûrement de se débarrasser d'une grosse bête sauvage. Oui. Oui, ça y est, ça me revient. C'est Soft Saying. C'est l'aspect, on va dire, prédictif, prédire, donner des prédictions. Mais là, le terme ne me revient pas en français. Vous m'en excuserez. Hein. Voilà, je l'ai lu en anglais, donc moi je fais pas de traduction. Hein. Et le dernier livret, The Shire. Donc voilà, là vous avez donc la description de tout le partie par partie. Donc là, voilà la carte générale de la comté. Et donc vraiment morceau par morceau, il y a un découpage. Donc voilà, il y a The West Farthing. Donc ça c'est la partie ouest de la comté. Après donc on a la partie avec donc, vous voyez, des doubles pages comme ceci de dessins. Donc là, ça doit être des dessins à la peinture. Hein, ça me semble être voilà. South Farthing, voilà, la partie sud évidemment. North Farthing, la partie nord. Voilà. Avec toujours ces illustrations qui pètent les genoux. Là, franchement, on a de quoi faire. Backland, donc le Buckland tout simplement, et donc et à chaque fois donc The Old Forest, la vieille forêt, voilà, avec notre brave Tom Bombadil sous son arbre tranquille. Allez, je commence à faire des poèmes. Quand on parle de Tom Bombadil, on parle de poèmes et de poésie évidemment. Donc ça c'est très très complet, franchement, en 3 bouquins qui sont pas pourtant super épais, hein, comme je vous disais. Là, vous avez juste la description du système de jeu de base. Donc, vous avez voilà, comment utiliser les feuilles de personnages, les caractéristiques, les compétences, le système de combat. Donc, il n'y a pas le système qui fait vraiment la différence sur ce jeu-là, qui en fait toute son originalité, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la phase de communauté, dont je vais vous parler dans un instant. Avec ces 3 bouquins là, donc pour un total, voilà, donc on a 24 pages pour le bouquin, on a un peu plus de 30 pages pour les aventures, ouais c'est ça, 32 pages, et la comté 52 pages, donc voilà, on a concrètement une centaine de pages. Ça, franchement, ça se prépare très vite, hein. Si vraiment vous êtes vous êtes anglophile, si je puis dire, et anglophone, achetez juste le starter set. Vous pouvez préparer une partie vraiment en une petite soirée sans trop de problèmes. Là, moi, j'avoue que l'avoir déjà lu, je pourrais quasiment maîtriser, on va dire, ce soir, par exemple. C'est largement possible. Tout est bon, tout est nécessaire. Donc voilà, même le contexte après, que quand vous l'avez utilisé, que vous avez fait les 5 scénarios, vous avez encore de quoi faire avec le livret qui décrit la comté. C'est franchement, voilà, il y a vraiment de quoi faire. Après, on a donc les personnages pré-tirés. Donc, je vais vous montrer. Voilà, on a donc un hobbit de la famille Baggins, justement, de la famille donc de Bilbo. Esmeralda, Took, donc un hobbit de la famille Took. Lobelia, donc Bracegirdle.
voilà, d'une autre famille illustre. Donc oui, en plus, vous l'avez imaginé, mais on joue des hobbits dans ce starter set. Donc là, c'est Paladin Took 2, Primula Brandybook. Voilà, vous reconnaissez évidemment, si vous connaissez un petit peu le Seigneur des Anneaux, les noms évidemment, Rory-Mac Brandybook aussi. Voilà. Balin, pareil, Son of Fundin. Donc là, on a quand même un nain. Hein. Mais là, c'est, on va dire, c'est un. Il est prévu, Balin, pour être, on va dire, plus. Alors, ils le mettent en feuille de personnage, mais je crois que, puisqu'il y a aussi les caracs de Bilbo, hein, il est là. Il fait un peu son malin. Donc on a les personnages et ça c'est plus, ça va plus vous servir en tant que feuille de personnage pour jouer ce qu'on appelle visiblement dans le système de jeu un peu leur patron. Je vais y revenir justement quand on en parlera dans le système de dans le livre de base. Alors une carte également. Donc vous avez d'un côté la carte de la région de l'Eriador et de l'autre côté la carte complète de la comté, voilà, que j'espère vous voyez bien ici. Donc c'est du très très beau boulot. C'est vraiment, il y a un effet vieille carte qui est très très sympathique. Donc voilà, tout ça c'est dans, on va dire, la boîte de base. Vous avez de quoi faire. 5 scénarios, moi je dirais, voilà, vous avez de quoi jouer quand même pendant au moins, si vous jouez même ne serait-ce qu'une séance par semaine, vous avez de quoi faire au moins pendant je dirais, alors si vous 5 scénarios, chaque partie de scénario peut-être peut faire l'objet de deux séances moyennes ou une grosse séance. Donc ce qui veut dire, ben voilà, vous pouvez jouer pendant, je pense, 2 mois et puis en plus rallonger la sauce avec le matériel qui est à l'intérieur. Moi je dis ça, c'est largement possible. En tout cas, c'est un très très bon investissement de mon point de vue si vous voulez jouer dans les terres du milieu de manière plutôt décontractée, va-t-on dire. Oups. Les dés du mal veulent s'échapper. Et tout ça, c'est pour à peu près. Normalement, la boîte en question devait valoir à peu près dans les, je dirais, 40-45, pas plus. Hein. Elle n'était pas très chère en VO. Et surtout la version collector enfin je sais qu'on a eu les deux, le starter set plus la version collector du livre de base à peu près pour une centaine d'euros. Puis après j'ai rajouté, il y avait les frais de port évidemment en plus l'écran, donc ça veut dire qu'il y en avait à peu près pour 150 euros en tout, à peu près. Donc la version collector du livre de base qui est de toute beauté avec ce magnifique rouge, cet œil de Sauron qui nous défie, voilà, donc un bouquin vraiment magnifique. Là, franchement, autant le starter set, on a déjà, on va dire, le standard de la gamme en termes d'illustration, de tête de chapitre. Et là, voilà, vous voyez à peu près de quoi je parle. Donc, le livre de base vous propose déjà une introduction pour vous expliquer ce que c'est, comment dire que voilà, il y a les joueurs héros. Donc, les joueurs sont appelés Player Heroes. Voilà, donc ce sont des héros joueurs. On est vraiment déjà là-dedans aussi, comme je vous disais, on veut vraiment jouer des héros. C'est ça qui est important, on va dire, c'est qu'on joue des gens pas ordinaires. Voilà, on joue pas le paysan du coin qui bêche, on va dire, son jardin. On a vraiment, au départ, c'est une personne quand même, malgré tout, qui avait une vie plutôt ordinaire, qui avait un métier, une profession. Et il est appelé à l'aventure. Et ça, c'est visible justement dans le système de création de personnages qui est décrit dedans. La période, justement, j'ai revérifié pour ne pas me planter au niveau de la chronologie. Donc, on est bel et bien entre Bilbo le Hobbit et le Seigneur des Anneaux au niveau de la chronologie. On est 20 ans après la bataille des 5 armées et à peu près, j'avais dit, 60 ans avant les événements du Seigneur des Anneaux. Voilà. Donc, vous êtes dans cette tranche-là, ce qui permet donc déjà de jouer, comment dire, sur la thématique de la remontée progressive donc du mal, des ténèbres et donc la montée, on va dire, en puissance de Sauron et donc de rencontrer déjà en primeur, peut-être un petit peu plus jeune, la plupart des personnages
de la saga. Tout ceci étant prévu en fait de pouvoir les rencontrer, donc d'avoir des séances, on va dire, de discussion de RP qui sont d'ailleurs couvertes par le système de jeu. Hein. Les rencontres, les interactions avec les PNJ font partie réellement du système de jeu, font partie, on va dire, intégrante du système, et qu'ils deviennent en quelque sorte nos protecteurs, nos patrons, ceux qui vont en fait nous amener à aller à l'aventure. Voilà. Donc ça c'est pour la période. Une fois que donc on joue bel et bien au troisième âge, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Après on nous décrit donc le système de jeu. Donc on nous explique comment lancer les dés. Donc c'est simple, on prend autant de dés que la valeur de la compétence, c'est des dés 6, et on rajoute, comment dire, ce fameux dé de prouesse avec ces deux résultats, on va dire, spéciaux. Donc on a un seuil au-delà duquel on doit on doit faire égal ou supérieur au seuil de notre caractéristique dont dépend la compétence pour avoir une réussite. Plus on fait de réussite, évidemment, mieux c'est. Si on fait des 6, ça peut déclencher, parce qu'il y a un petit symbole qui est le symbole elfique qui nous permet de le repérer sur le dé, nous permet de déclencher des résultats spéciaux sur le dé. Et si on fait donc 11, alors est-ce que c'est bien le 11 qui est, que je ne dise pas de bêtises, voilà, le 12, le 11 donc c'est l'œil de Sauron, qui évidemment va nous amener un effet néfaste, une sorte, on va dire, d'échec critique ou de conséquences plutôt mauvaises. Et le 12 donc c'est la rune de Gandalf, et là il va nous amener un résultat évidemment beaucoup plus positif. Voilà, et évidemment plus on va faire de 6, mieux ça va être. Évidemment sur les GD ça va permettre de déclencher de manière plus héroïque encore certains effets. Et les succès spéciaux nous permettent évidemment aussi d'avoir vraiment une prouesse héroïque, hein, si on obtient en plus sur le dé de prouesse un résultat Gandalf, ou on va dire vraiment être peut-être remarqué par les ténèbres, corrompu, ou d'avoir, on va dire, une frustration dans l'échec qui va nous souiller d'une certaine manière. Il y a tout un système évidemment aussi de corruption et de souillure, hein, dans le système de jeu. Donc le système de jeu est vraiment très très simple. On n'est vraiment pas dans quelque chose d'inabordable, en tout cas, voilà. Le deuxième chapitre, juste après, c'est description donc, du système de jeu avec les petites évidemment variantes. Hein. Il y a aussi possibilité d'avoir des dés supplémentaires, des dés, on va dire, d'avantages et de désavantages, un peu comme dans les systèmes de jeu modernes. Donc si vous êtes avantagé dans l'action, vous allez pouvoir jeter 2 dés, on va dire 2 dés de prouesse et garder le meilleur, ou 2 dés de prouesse et garder le plus néfaste en fonction de la situation, etc. Donc ça, évidemment, c'est décrit de manière plus détaillée, on va dire, dans la suite du système de jeu, mais ça tient vraiment même pas une dizaine de pages. On a donc la création de personnages, où on va déjà donc choisir en quelque sorte son peuple, de quel peuple on fait partie. Donc là, les Bardings, ce sont donc des hommes du Nord plutôt rudes. On a donc les nains, comment dire, du peuple de Durin, voilà, qu'on peut jouer aussi. On peut jouer des elfes de Lindon, donc c'est des elfes gris. Hein. Les hobbits de la comté, voilà, on est toujours associé, hein, à la région d'où on vient. Les hommes de Brie, donc c'est les hommes communs, classiques. Les rangers du Nord, donc là c'est pour jouer des Dunédins, évidemment. Voilà. Et après, donc chose très importante, il y a donc, en dehors donc de votre peuple, du peuple dont vous êtes originaire, il y a les callings, qui sont en fait, c'est l'appel à l'aventure. Je sais pas comment il l'avait traduit en français, appel probablement, ou l'appel. Et donc on a six on va dire tendances, on va dire événements qui vont vous avoir amené en fait à aller à l'aventure et avoir donc une fonction, on va dire, d'aventurier héros. Donc on a le capitaine, d'une part, qui donc va être celui qui va justement prendre les choses en main, diriger un groupe, etc. Qui va être donc celui qui va on va dire, diriger les opérations. Le champion, voilà, le messager, l'érudit, le chercheur de trésors et donc le protecteur. À chaque fois,
Il nous donne les compétences qui vous sont favorisées, euh, un pouvoir spécial et le Shadow Path, c'est-à-dire qu'est-ce qui dans cet appel à l'aventure va être un peu votre faiblesse et qui va être la porte, on va dire, à la corruption. Donc, par exemple, le capitaine, lui, il a le Lure of Power, leurre du pouvoir. Donc évidemment, lui, il va avoir tendance, comme il va tout le temps chercher à gérer, à gouverner, à commander, etc., à être attiré évidemment par les positions de pouvoir et donc à être corrompu, on va dire, par l'appel ténébreux, si je puis dire, d'une certaine forme, on va dire, d'arbitraire, de tyrannie, on va dire, de volonté, on va dire, d'utiliser en fait son statut pour justement, on va dire, acquérir de plus en plus de pouvoir et d'avantages. Là où le champion, lui, il a la malédiction de la vengeance, le messager, c'est la folie, comment dire, de celui en fait qui peut s'égarer en forêt, quoi. Comment on pourrait le traduire en français? Wandering Madness. C'est le fait d'être de devenir fou, on va dire, à cause de l'errance, quoi. C'est la folie de l'errance, voilà. Je cherchais le terme en français, hein, parce que j'avais l'idée en tête, mais l'érudit, évidemment, c'est le leurre des secrets, donc lui, il va avoir tendance, évidemment, à cacher les informations, etc. Le Treasure Hunter, donc lui, ça va être le Dragon la maladie du dragon, donc évidemment, à amasser des thunes et à devenir, on va dire, avaricieux, si je puis dire. Et donc le Warden, lui, c'est la voie du désespoir. Donc lui, voilà, à force de vouloir peut-être aider les gens et peut-être de voir que ça se passe pas forcément comme il l'entend, il va sombrer en fait dans une forme de désespoir. Donc on a après la description de l'équipement, voilà, avec les tableaux, on va dire les armures, tout y quanti. Voilà, comment on va dire fonder votre compagnie. Et donc au niveau des compagnies, donc vous avez, je vous le disais, le fameux patron. Donc là on a les patrons qui sont proposés dans le livre de base. Je pense qu'il y en aura également de nouveaux dans les suppléments. Donc on peut choisir Balin, Bilbo, Círdan, Gandalf, Silraen et Tom Bombadil et Dame Goldberry. Voilà. Donc ça c'est les patrons qui nous sont proposés, qui vont nous donner donc des points supplémentaires de communauté, des avantages. Par contre, on va avoir un objectif. En tant que groupe de héros, ils vont nous amener évidemment à ce qu'on ait un groupe avec une certaine motivation et devoir faire, on va dire, évidemment c'est assez large, hein, c'est très adaptable. Par exemple, pour ce qui est de Gandalf le Gris, donc il va favoriser les callings, donc les appels enfin les héros qui sont messagers ou capitaines. Il va nous donner donc plus de points de communauté. Il va nous donner un avantage qui permet de dépenser un point de communauté pour faire un test favorisé contre les ténèbres. Voilà, il nous protège des ténèbres contre la dépense de points de communauté. Et notre agenda, ça va être à travers, on va dire, à travers nous, il va tenter donc de prévenir les peuples libres et de les inspirer, on va dire, dans l'action. Voilà. Ça, c'est toujours avec des illustrations qui déchirent leur mère. Voilà, et on termine donc par le système d'expérience, comment ça fonctionne. À savoir que, donc après, on a la description des compétences, donc comment utiliser les compétences, les pouvoirs spéciaux des compétences, etc. etc. On a des caractéristiques dérivées également, donc que sont l'endurance et l'espoir. Donc on a l'endurance qui est un peu, on va dire, les points de vie, points de fatigue d'une certaine manière. L'espoir qui est un peu une sorte de santé mentale. Voilà, parce que bon, quand on est, on va dire, petit à petit rongé par le désespoir, on va finir par sombrer dans une forme d'apathie, de folie, etc. Évidemment, avec la corruption, ça peut aller encore plus vite. On a évidemment deux autres valeurs, j'ai oublié d'en parler, donc la valeur et wisdom, donc la sagesse et on va dire le courage d'une certaine manière, la vaillance. Donc on a aussi des vertus culturelles qui sont très importantes. Donc on va avoir ces traits-là qui vont intervenir en jeu pour évidemment déterminer par notre RP
et donc aussi par certains jets dans certaines situations, comment va évoluer notre personnage. La phase d'aventure, donc là, pour expliquer, le jeu en fait est découpé en deux grandes phases, dites phase d'aventure, donc c'est on va dire les scénarios, campagnes et séances de jeu classiques, et la phase de communauté, qui va être on va dire une phase à la fois d'expérience, d'orientation, et qui va gérer en fait tous les downtime, ce qui se passe en fait entre les grands moments, on va dire, des scénarios. Et je trouve que c'est vraiment une idée plutôt intéressante d'avoir fait ça selon on va dire une mécanique qui permette justement de réorienter les parties, de savoir en fonction des objectifs de chaque joueur quelles compétences, quels événements, quelles informations ils vont réussir à glaner par-ci par-là, comment ils vont dépenser leurs points d'XP, les nouvelles compétences qu'ils vont apprendre, etc., etc. Et tout ça, c'est géré par cette phase de communauté. À savoir que donc la phase de communauté, elle va représenter vraiment un petit moment en fait au niveau du jeu. Si vous faites une très très grosse séance, ça peut être on va dire l'élément de fin de cette grosse séance où on a atteint on va dire un objectif dans la campagne, ou on peut, on va dire, faire la phase de communauté au début de la séance suivante. Et voilà, une fois qu'on a orienté, vaut mieux le faire à la fin pour que le MJ, après, enfin le Lore Master, il puisse préparer sa partie. Et en tout cas, c'est, je trouve, on va dire, plutôt bien vu. Donc, dans le système d'aventure, il y a évidemment le combat. Alors, ce qui est bien, c'est comme je disais, on décrit quelle est, on va dire, en corps à corps, sa position dans la mêlée. Les joueurs on va dire de la communauté, justement, ce qu'on l'appelle communauté, hein, le groupe, ont toujours l'initiative. Voilà, c'est simple, c'est net, ouais, moi c'est ce que j'ai compris en tout cas tel que je l'ai lu. Si en plus il y a sauf s'ils sont évidemment surpris, hein, et eux ils peuvent évidemment faire aussi des embuscades, etc. Donc au niveau du système d'initiative, c'est player friendly, hein, quand même, on est quand même là-dedans. Bon, il faut quand même s'organiser, hein, parce que ça n'empêche pas, même si vous avez une limite, croyez pas que vous êtes tout puissant. Priorité évidemment aux attaques comment dire, à distance, puis après donc on a les attaques au corps à corps. Là on va avoir des phases où donc on va, en fonction de la manière dont on s'est positionné dans le combat, donc en avant, ouvert, c'est-à-dire plutôt on va dire entre les deux, polyvalent, open stance, en position défensive, ou la rearward stance. Donc là, c'est pour les gens qui sont comment dire, au combat à distance, qui vont évidemment devoir se refocaliser, recharger leur arme, etc. Et ben, à partir de là, le lore master, il a plus qu'à assigner les ennemis, et on résout en fait les actions, donc en jetant donc les dés, voilà, et donc en faisant des succès particuliers en fonction de nos techniques de combat, qui va nous permettre donc de faire perdre plus de points, on va dire, d'endurance à l'ennemi, etc., etc. Voilà, et donc tout ça c'est vraiment bien décrit. Il n'y a pas de problème. Il y a les types de blessures après aussi qui sont causées en fonction de chaque arme, parce que chaque arme donc a un code de dommage, mais aussi un type de blessure qui va nous donner des effets de jeu, donc à partir de certains seuils, de certains résultats qui ont été déclenchés par certaines techniques. On va avoir, on va dire, comment ça s'appelle, c'est des mots-clés en fait qui définissent quel est l'état, voilà, c'est des états ou des conditions, comme on peut avoir dans DD5. Voilà, avec encore des illustrations qui déchirent. Et donc on a après la fameuse, alors décrite dans le système de jeu, il y a donc le combat, mais aussi ce qu'ils appellent le conseil. Donc là, c'est tout ce qui est pour décrire les scènes en fait sociales. Donc on a vraiment voilà, un système à part entière pour gérer les interactions sociales, ce qui est plutôt bien vu. Parce que souvent, c'est un peu le parent pauvre dans certains systèmes de jeu. Il y a le système évidemment aussi de journey, donc de voyage. Comment gérer justement le voyage entre les différents points, etc. Décrire les événements, voilà, on nous donne donc des conseils pour ça. Et la description ensuite donc de la fameuse phase de communauté, the fellowship phases, donc les phases de communauté, où donc voilà, on va déterminer la durée du
downtime entre les. On va choisir quelle est la destination justement future pour les futures aventures du groupe. On perform updates, donc on fait les comment ça s'appelle en fait la mise à jour des fiches de personnages, donc l'expérience, la guérison des blessures, la guérison spirituelle, l'entraînement, etc. On va voir également aussi dans cette phase si on développe une vie de famille, donc si on retourne chez soi pour épouser, comment dire, sa promise, avoir des enfants, etc. Tout est prévu. Donc c'est ce qu'ils appellent le Yule. Alors, sur la prononciation, donc c'est la phase d'hiver d'une certaine manière qui ressemble un peu à celle de la phase d'hiver de gestion de fief de Pendragon, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc où on va rencontrer son patron, rassembler des rumeurs, guérir des blessures, raconter une histoire, donc raise an heir, donc faire un descendant, concevoir un descendant. Voilà, et tout ça, c'est vraiment étudier des objets magiques aussi, ça en fait partie. Écrire une chanson aussi sur ses aventures. Voilà, donc on a tout ça dans cette phase. Et c'est plutôt bien vu parce que ça peut être une phase de jeu à part entière. Ça peut faire l'objet vraiment soit d'un grosse partie, on va dire, d'une séance, voire même d'une séance complète où on va savoir par là quelle est la vie en dehors de l'aventure des différents personnages et pouvoir réorienter, on va dire, la campagne de manière à ce que les joueurs y prennent une part complète dedans. Donc après on a le chapitre, comme je vous ai montré là sur le Lore Master, donc on va vous expliquer comment gérer le jeu, hein, les blessures, comment gérer nos propres personnages, les PNJ. Les Shadow Points, donc ils nous décrivent comment on doit faire donc les tests justement de ténèbres pour voir si on est on va dire corrompu. Donc on peut être soit on va dire corrompu et sombrer donc dans la dread, dans la crainte, on va dire l'angoisse du mal. Misdeed, donc là on sombre plutôt dans les exactions, voilà, dans les exactions violentes, etc. La sorcellerie aussi peut corrompre, évidemment, c'est prévu. On peut devenir fou, on peut être affligé. Donc on nous décrit un peu plus en détail les flows de chacun des callings, donc de chacune des éléments qui nous ont appelés à l'aventure, et on nous donne en fait des exemples justement de tout cela. Donc après, les adversaires. Donc voilà, donc nous avons notre cher roi sorcier d'Angmar, hein, si vous ne l'avez pas reconnu. Et donc on nous décrit en fait donc tous les protagonistes qu'on peut mettre dans les pattes de nos PJ. Donc les Evil Men, les orques évidemment, voilà, ou les méchants. Les trolls, donc on a le troll des cavernes ici, vous voyez l'illustration est vraiment magnifique. Les fameux trolls de pierre que nous connaissons bien. Voilà, les Handed, voilà, pardon, j'ai caché les loups sauvages, les loups des contrées sauvages, les trésors, donc aussi évidemment, ça en fait partie, hein, si on joue dans une optique plus, voilà, recherche de trésors, on ne jouera pas dans une optique donjon, hein, on n'est pas là. Et évidemment les règles ensuite sur The Eye of Mordor, donc là, le groupe, en fait, par ses actions, évidemment, vous vous souviendrez de cette scène, l'entrée de la Moria. Et donc, le groupe, en fait, par leurs actions, si évidemment ils sont plus ou moins soumis à la corruption, s'ils font certaines actions, vont pouvoir attirer sur eux l'œil de Sauron. Et voilà, en fonction de ce qui compose le groupe, l'œil va avoir donc un niveau d'eye awareness, donc d'éveil de l'œil, d'une certaine manière, qui va nous petit à petit faire qu'on va intéresser d'une certaine manière ou inquiéter d'une certaine manière le Seigneur des Ténèbres, et il va nous envoyer la chasse, hein. C'est clair qu'il va nous envoyer donc des minions à lui en fonction de la zone où on est, etc. Après donc on a la description du monde, donc un chapitre à partir de la page 176 où on va avoir donc la description de la région de l'Ariador. Donc c'est très, très général, mais
on va dire, c'est utile. Tout ce qui vous est décrit est utile. Il y a des encadrés qui vous donnent des comment ça s'appelle, des idées d'aventure, des événements, des choses en fait. Voilà, il y a plein de choses directement utilisables. Ce qui veut dire que donc on a une description qui nous permet de voir à quoi on a affaire, mais on a aussi des éléments, donc aussi des caractéristiques de PNJ à mettre dans les pattes en fonction évidemment de la zone qui nous est décrite. Voilà, toujours avec les illustrations. On a pléthore. Voilà, et ça c'est plutôt bien. Voilà, et donc ils ont d'ailleurs un modèle en fait qui est décrit, ce qu'ils appellent donc c'est les. Ah mince, il était dans le justement dans la boîte. Excusez-moi un instant. Voilà, par exemple dans la description complète de la comté, ils ont un modèle en quelque sorte de description qui est, on va dire, quelque peu rôlé, qu'ils appellent. Alors non, c'est pas là-dedans. Du fait d'avoir lu les choses, j'ai l'impression d'avoir mélangé les informations. Voilà, c'est ce qu'ils ça y est, les landmarks. Voilà, c'est à la fin en fait du chapitre, donc sur la description du monde, qui est très factuel mais qui donne plein d'idées. Il y a donc un chapitre appendice, voilà, c'est ça que je voulais en arriver, où donc on vous décrit le rôle du patron, voilà, donc ceux que je vous ai cités. Et après on a donc les landmarks qui sont en fait purement et simplement la description d'une région prête à jouer, bac à sable, avec donc des aventures à la clé. Donc il y a The Star of the Mist par exemple qui nous est décrit, où on nous donne les rumeurs, le savoir ancien sur le site, le background, les différents lieux, et on va dire des plans, et tout ça c'est quasiment des scénarios prêts à jouer. Mais c'est pas présenté sous la forme d'un scénario, c'est ça qui est important. Il y a également donc Nameless Things, qui pareil est un autre landmark, voilà, avec toujours à chaque fois donc des tables de rumeurs, des tables qui permettent en fait de lancer, comment dire, l'aventure, et plein de petits détails. Donc voilà, ça c'est décrit en appendice, ce qui veut dire donc que même avec le livre, si vous n'achetez que le livre de base, en utilisant on va dire même des dés classiques, hein, si vous n'avez pas les dés propriétaires si je puis dire, puisque de toute façon c'est facile de dire que voilà, le 11 c'est Sauron et le 12 c'est Gandalf, hein, c'est quand même pas compliqué, et vous savez que le 6 c'est les résultats spéciaux. Voilà, les dés sont pas moches, donc c'est utile, mais il n'y a aucune obligation d'acheter les sets de dés spéciaux. Ils sont pas très chers de toute façon, mais bon, je sais à quel point les rôlistes adorent les dés, donc je pense pas que ça sera très gênant pour eux. Voilà. Donc, un livre de base bien complet, je trouve vraiment facile à lire, facile en fait à s'approprier. C'est vraiment un jeu facile à s'approprier. Pour pouvoir, si vraiment vous n'avez pas le temps et que vous voulez revivre des aventures dans le monde du Seigneur des Anneaux, c'est vraiment l'idéal. Et donc je termine sur l'écran, justement. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure, l'écran d'un côté, il y a donc la fabuleuse illustration qui est très sombre mais qui est de toute beauté, les tableaux pour évidemment voilà, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, sachant qu'il y a tout ce qu'il faut hein, pour voilà, c'est comment faire les jets de dés, comment gérer comment dire les parties voyage, les adversaires, les succès spéciaux, les conditions donc, dont je vous parlais, blessé, misérable, weary, c'est-à-dire ça va pas me revenir, hein, c'est fatigué quoi en fait, voilà. Mais il y a un terme plus clair pour le dire, enfin plus adéquat pour le dire. Et donc le petit livret de 12 pages qui décrit donc Foncombe avec plan, donc sur le même modèle en fait qu'un landmark, hein, où donc on va vous décrire les lieux, les personnages. Donc là on a Elrond par exemple. Voilà, cette illustration
Regardez-moi c'est magnifique. Je crois que c'est la plus belle que j'ai vue de toute la série d'illustrations noir et blanc de la gamme pour l'instant. Elle est prodigieuse. Bon, voilà, avec donc la description d'autres, voilà, de Glorfindel, des restores, etc. Et la possibilité, évidemment, de jouer des hauts elfes qui nous est proposé. Voilà, c'est un nouveau peuple dont on peut être issu. Donc on peut jouer un Holdo. Voilà, donc ça pareil, plus un supplément donc sur une des autres régions, donc je me souviens pas si c'est le Rovanion, je crois, ça doit être le Rovanion, mais j'ai plus certitude, qui existe encore mais qui n'est pas encore sorti, enfin qui était prévu dans la souscription mais qui n'est pas encore sorti. Ben voilà, je crois avoir fait le tour, je crois avoir décrit à peu près de manière un peu, peut-être parfois en passant du coq à l'âne, ou de manière un peu, on va dire, complètement dans un ordre quelque peu euh, pas très, pas très adéquat, mais bon, vous avez l'essentiel. Si la chose vous tente, à moins que vous puissiez attendre que la version française sorte, je pense que ça va pas tarder, hein, parce que le jeu est vraiment, moi, de prime abord, ça donne tellement envie de jouer que je pense que de toute façon ils pourront pas s'en empêcher de la traduire quoi qu'il arrive. Donc moi je prévois déjà que ce soit vraiment un beau succès, déjà international, et en France quand donc nous aurons une version française. La qualité des ouvrages est manifeste, la proposition ludique à travers son système de jeu et la manière dont est présenté le monde fait que, bon, même si vous ne connaissez pas l'œuvre à fond, que vous avez juste vu les films, eh ben vous pouvez largement vous y mettre. On voit vraiment que là, on veut appeler une nouvelle génération dans le jeu de rôle, à travers, on va dire, ce que sont les piliers, on va dire, de notre culture, de notre culture rôliste, de notre culture geek. Et ça, c'est un point très positif. Et c'est pour ça que je voulais le mettre en avant. C'est un jeu moderne, un jeu contemporain, un jeu, on va dire, de notre époque, assez player friendly, il faut quand même le reconnaître. Hein. Voilà, c'est pas JRTM hein, du tout. Dans l'esprit, voilà, on vous propose pas un challenge. Là, on vous propose de raconter une histoire, une belle histoire, malgré tout avec des périls, avec des obstacles, avec des choses, mais vous avez énormément de moyens et voilà, vous n'êtes, je pense pas qu'il soit super mortel à tester. Mais moi, par contre, l'aspect, on va dire, jouer justement sur les phases de communauté pour réorienter, donner un petit peu on va dire, de liberté aux joueurs de choisir quels sont comment ils vont développer leur personnage, ça c'est un très très bon point. Comment ils vont influer également et on va dire, vraiment participer avec le MJ, le Lore Master, à orienter la campagne en fonction de la manière dont ils développent leur personnage. Voilà, à l'inverse, c'est pas la chose classique où le MJ lui propose sa campagne et les joueurs, eux, vont développer leur personnage en fonction des événements qu'ils vont vivre et ils n'ont pas vraiment de choix d'incidence au départ. Ils en auront de toute façon un plus après, mais là, au moins, c'est prévu dans le système. Le système le prévoit, ce qui n'est pas forcément prévu, on va dire, dans les jeux de rôle qu'on a l'habitude de jouer. Ça, c'est un deuxième point, je pense, positif. Il y en a qui aimeront pas, mais bon, moi, je pense que voilà, les joueurs, comme le MJ, ils trouveront leur compte. Non, franchement, voilà, ça peut être mon premier coup de cœur, on va dire, de l'année 2022. Je, je laisse quand même un certain temps avant, parce qu'il y a d'autres choses qui viennent de sortir et qui vont sortir, qui vont probablement. Mais pour l'instant, en tout cas, pour ce qui est de. Voilà, on est au 1er mars quand je fais paraître cette vidéo, et donc je me dis qu'il en a sous le pied. Voilà, c'est surtout pour sa beauté, sa facilité d'accès, son appel à l'aventure qui respire vraiment à l'intérieur. C'est pour moi, je pense, un futur incontournable si vous adorez, on va dire, les œuvres de Tolkien. Voilà. Et si, voilà, surtout si vous voulez pas vous lancer dans on va dire, quelque chose de plus touffu comme JRTM ou Against the Dark Master, qui est joué on va dire, à JRTM, ou du moins dans le monde des terres du milieu sans la licence, qui est très bien fait aussi, hein, mais qui est un système beaucoup plus, on va dire, old style, old school, comme aiment certains joueurs de jeux de rôle et MJ, on va dire, qui ont plus de 40 ans, dont je suis. Donc voilà,
vous pouvez choisir votre camp. Moi, je ne le choisis pas. Je trouve que voilà, les uns comme les autres ont leur propre intérêt. Cette proposition n'est pas mauvaise et de loin. Et je pense que voilà, ça peut, on va dire, vous plaire et ça peut, on va dire, vous donner envie de simplement, vraiment, hein, même si vous êtes un MJ aguerri, comme je vous l'ai dit, vous le préparerez très facilement. Vous le préparerez, on va dire, avec un minimum de temps, on va dire, si vous connaissez un petit peu le jeu de rôle. Et pour les débutants, eh ben, vous aurez le travail qui est quand même bien facilité. Donc, voilà, c'était la présentation de One Ring V2 chez Free League, qui, voilà, comme toute la qualité, on va dire, des jeux Free League, il n'y en a pas un, comment dire, qui est mauvais, quoi. C'est terrible. Ces gens qui font des jeux comme ça, à chaque fois, c'est une réussite. Ça commence à devenir pénible, je trouve. Il n'y a aucune fausse note, quoi. Je trouve que, voilà. Après, bon, comme je vous ai dit, le seul truc, c'est que je sens qu'il y a certains qui vont hurler parce que c'est un peu trop player friendly. Mais bon, je ne sais pas. C'est à voir à l'usage. Voilà, donc c'était Magna Magister pour la première vidéo de la semaine de retour du Fige. Avec donc One Ring qui vient juste de débarquer. Donc là, les expéditions continuent. J'ai eu la chance donc d'avoir mon exemplaire en temps et en heure. Bon, il y en a qui l'ont déjà reçu depuis déjà probablement quelques semaines. Mais en tout cas, nous, Européens, je pense que je dois être parmi les premiers à l'avoir reçu. Et je voulais vous en faire part. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Et ben, jouez bien, et jouer à l'anneau unique, ça peut être bien aussi.